Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues poussiéreuses de San Rollo, ce petit bourg oublié de l'Arizona, le vent soulevait chaque jour la même poussière rougeâtre, emportant avec lui les souvenirs des anciens et les plaintes silencieuses de ceux qui y survivaient. Le désert régnait en maître, imposant ses silences et ses couleurs brûlées à tous ceux qui osaient y vivre. On y croisait plus de cactus que d'êtres humains, et pourtant, dans ce décor rude, battait encore le cœur discret d'une femme, Grace Henderson. À 28 ans, elle avait le visage de celles qui ont trop pleuré pour leur âge. Les traits fins, les joues pâles, les lèvres rarement maquillées. Mais ses yeux portaient cette nuance particulière de fatigue qu'on ne trouve que chez ceux qui ont tout donné et qui continuent malgré tout. Depuis la mort de son mari, le caporal Nathaniel Henderson, tombé dans une embuscade en Afghanistan, Grace vivait comme un fantôme dans sa propre vie. Elle élevait seule leur fille, Emily, un bébé de 6 mois aux boucles blondes et aux grands yeux sombres. La petite était la seule lumière qui résistait dans cette maison en bois battue par les vents, dressée à la lisière du désert, là où la route goudronnée s'efface et où commence l'inconnu. La demeure craquait la nuit, le toit fuyait parfois, mais elle était devenue une forteresse pour Grace, un sanctuaire fragile contre le monde. Le village connaissait son histoire. On la saluait poliment à l'épicerie ou à la station-service, on admirait sa force, mais nul ne s'attardait. San Rollo avait ses propres blessures, et peu savait faire place à celles des autres. Personne ne voyait, une fois les rideaux tirés, les larmes silencieuses de Grace, les nuits sans sommeil, le poids de l'absence dans le lit conjugal. Puis, ce matin d'automne arriva. Le soleil peinait à se lever, glissant à peine entre les rochers ocres, peignant les murs d'ombre longue. Les feuilles des peupliers tremblaient dans une brise fraîche qui annonçait l'hiver. C'est alors que l'on frappa doucement à sa porte. Pas un coup pressant, mais une frappe hésitante, presque honteuse. Elle hésita à répondre. À cette heure-là, personne ne venait. En ouvrant, elle vit un homme. Grand, maigre, usé. Il n'était pas d'ici, c'était évident. Sa peau, brunie par le soleil du désert, avait la teinte de ceux qui portent les terres dans leur sang. Ses cheveux noirs, longs et attachés en queue basse, s'accordaient à ses traits droits, presque royaux. Il portait un manteau trop grand, usé, et dans ses bras, un petit corps recroquevillé sous une couverture en laine aux motifs tribaux. Un bébé. Un nouveau-né. L'homme ne parla pas tout de suite. Ses yeux évitaient les siens. Il semblait accablé, comme s'approcher de cette porte lui avait déjà coûté tout ce qu'il lui restait de fierté. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque, presque cassée. « Je ne demande pas grand-chose, madame. J'ai besoin de lait. Pour mon fils. Il a faim. » Il serra doucement l'enfant contre lui, comme pour le protéger du froid, du regard, du monde entier. Puis il releva les yeux. Ils étaient sombres, profonds, mais pleins d'un désespoir contenu. Son nom, dit-il, était Apache. Un prénom, un héritage. Ce nom était plus qu'un mot. Il portait en lui des siècles de lutte, de fuite, de révolte et de silence. C'était le cri d'un peuple qu'on avait réduit au silence et à l'oubli. Apache était l'un des derniers à le porter, sans jamais l'avoir choisi. Son peuple, il l'avait vu s'éteindre dans l'ombre, entre pauvreté, alcool, et indifférence des autorités. L'enfant s'appelait Elia. Il avait 2 semaines. Sa mère était morte en couches, dans une caravane à moitié effondrée, loin des hôpitaux, loin de toute aide. Depuis ce jour, Apache marchait, avec son fils dans les bras, frappant parfois à des portes, fuyant souvent les regards. On l'avait ignoré, repoussé, insulté. Mais il marchait encore. Grace le fixa longuement. Elle tenait sa propre fille dans les bras, et la scène qui se dessinait devant elle résonna comme une déchirure. Elle vit dans cet homme ce qu'elle portait en elle-même, l'ombre d'une perte, l'instinct de survie, l'amour muet pour un enfant qui n'avait rien demandé. D'abord, il y eut la méfiance. Une femme seule, un inconnu, un bébé dans les bras, toutes les alarmes de prudence résonnaient. Mais ensuite vint ce regard. Ce regard que seules les mères peuvent comprendre. Un langage sans mots, fait de fatigue, d'instinct et de blessures ouvertes. 2 solitudes se reconnaissant à travers la fine vitre d'un matin froid.
Sans un mot, elle le fit entrer. Elle tendit lentement les bras, comme si elle s'approchait d'un oisillon blessé. Elia, emmaillotée dans sa couverture rugueuse, tremblait légèrement. Ses petites joues étaient rouges de froid, ses lèvres sèches, et ses pleurs s'étaient transformés en une plainte presque inaudible, une plainte de fatigue, de faim, de solitude. Lorsque Grace le prit dans ses bras, elle sentit immédiatement la légèreté de ce corps minuscule, presque irréel. Il pesait si peu, trop peu. Un vide enveloppé dans du tissu, une vie encore suspendue à un fil. Son cœur se serra. Une douleur douce mais brûlante lui remonta à la gorge, sans qu'elle puisse la contenir. Ce n'était pas seulement un enfant affamé qu'elle tenait, c'était le cri muet d'un monde injuste, le poids de toutes les absences, la détresse d'un père qui n'avait plus rien à offrir, et l'écho de sa propre solitude, de ses nuits blanches, de sa maternité vécue dans le silence. Sans un mot, sans justification ni hésitation, elle défit lentement le haut de sa chemise. Le tissu tomba légèrement sur son épaule, découvrant une peau pâle, encore marquée par les récentes semaines de maternité. Elle s'installa dans le vieux fauteuil en bois près de la cheminée, posa Elia contre sa poitrine, et guida doucement sa petite bouche jusqu'à elle. Il fallut quelques secondes. Puis le nourrisson s'agrippa instinctivement, comme s'il reconnaissait en elle une sécurité oubliée. Il tétait maintenant avec une ferveur fragile, aspirant la vie comme un naufragé boirait la première goutte d'eau douce. Le silence qui suivit fut sacré. Le vent, qui soufflait souvent sans relâche autour de la maison, sembla se figer. Même les oiseaux du matin s'étaient tus. Tout l'univers s'était contracté autour de ce moment, une femme qui n'était pas sa mère, un enfant qui n'était pas le sien, et pourtant, un lien, viscéral, inévitable, ancien. Apache, debout près de la porte, n'osait plus bouger. Il fixait le sol, les poings serrés, incapable de trouver la moindre parole. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance qu'il ressentait. C'était un vertige. Un effondrement intérieur. Jamais, depuis la mort de sa compagne, il n'avait vu son fils apaisé. Jamais il n'avait vu un être humain poser un acte aussi pur, aussi instinctif, aussi total. Il avait cru que le monde était devenu sourd à sa douleur. Et voilà qu'une étrangère, veuve elle aussi, posait cet acte d'amour sans condition, sans question, sans pitié. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Une larme silencieuse glissa sur sa joue, qu'il essuya du revers de la main. Pas par honte, mais par pudeur. Cette larme-là appartenait à quelque chose de plus grand que lui. À un soulagement ancien. À la certitude que son fils, ne serait-ce qu'un instant, n'était plus seul. Et Grace, pendant ce temps, regardait le nourrisson. Son regard s'était adouci. Elle ne voyait plus la misère, la douleur, ou l'inconnu. Elle voyait un enfant. Juste un enfant. Affamé, fragile, innocent. Et elle, une femme pleine de lait, pleine d'un amour qui débordait sans savoir où aller. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas un devoir. C'était la vie qui répondait à la vie. À cet instant précis, quelque chose de plus grand que les mots les unit. Quelque chose d'ancestral, de sacré, de profondément humain. Ce geste, si simple, si ancien, les relia tous les trois comme si l'univers, l'espace d'une minute, avait décidé de réparer quelque chose de brisé. C'était une promesse. Non dite, non signée. Une promesse gravée dans la chair et le silence. Celle de protéger l'innocence à tout prix. Dans les jours qui suivirent cette rencontre bouleversante, Apache revint. Toujours humblement. Toujours avec une forme de discrétion presque sacrée, comme s'il avait peur de déranger ce fragile miracle que la vie venait de lui offrir. Il ne frappait jamais plus d'une fois à la porte. Il attendait simplement, Elia dans les bras, jusqu'à ce que Grace lui ouvre, et elle ouvrait toujours. Elle ne posait jamais de questions. Elle n'avait pas besoin de réponse. Dans son regard, il n'y avait ni curiosité déplacée, ni jugement, seulement la conscience profonde d'un lien silencieux qui les dépassait. Chaque jour, elle l'accueillait avec la même tendresse tranquille, parfois sans dire un mot, se contentant de prendre Elia dans ses bras et de l'installer contre elle. Le nourrisson, peu à peu, retrouva des couleurs. Ses joues se remplissaient, son sommeil devenait plus paisible. Son regard, d'abord perdu dans le vide, s'ancra doucement à ceux qui l'entouraient. Émilie,
la fille de Grèce, le regardait avec un mélange de fascination et de tendresse. Elle posait des questions d'enfant. Pourquoi il pleurait autant au début? Pourquoi il est si petit? Est-ce que c'est mon frère maintenant? Et Grèce, avec un sourire doux, répondait. Peut-être pas par le sang, ma chérie. Mais sûrement par le cœur. La petite ne posait plus de questions après cela. Elle s'assit souvent près du berceau de fortune que Grèce avait préparé pour Elia, lui tendait ses jouets, lui chantait des comptines. L'amour enfantin n'a pas besoin d'explication, il naît, il suffit, il s'ancre. Mais au-delà des murs de la maison, dans les rues poussiéreuses de San Rollo, les choses étaient moins simples. D'abord, les murmures furent rares, à peine audibles. Un mot échappé au marché, un froncement de sourcils à l'église, un silence pesant lorsque Grèce entrait avec Émilie. Puis les mots prirent forme, plus tranchants, plus durs. C'est pas normal, ce qu'elle fait. Une veuve, seule, qui allait le fils d'un Indien? Et puis quoi encore? Et si elle l'adopte? Elle va finir dans les journaux, c'est sûr. San Rollo était une ville où l'on souriait par politesse, mais où l'on jugeait dans l'ombre. Les esprits étaient encore pétris de vieilles peurs, de traditions figées. Le passé colonial, les discriminations, les préjugés raciaux, tout cela n'était jamais loin, même si personne ne le disait à voix haute. Mais Grèce n'écoutait pas. Elle passait entre les regards comme on traverse une pluie fine, sans même s'essuyer. Elle avait fait un choix, celui d'aimer, tout simplement. Et son cœur, depuis la mort de Nathaniel, avait enfin trouvé une manière de battre de nouveau, autrement. Apache le savait, et il le respectait avec une intensité silencieuse. Il ne restait jamais trop longtemps. Il venait, apportait parfois du gibier, parfois des herbes médicinales, parfois du silence. Et surtout, peu à peu, il commença à aider. Sans demander, sans insister, il réparait ce qu'il voyait abîmé. Une planche de la clôture tombée, il la redressait. Le bois manquant pour le feu? Il le fendait avant même que Grèce ne le remarque. Un jour, il monta sur le toit pour colmater une fuite dont elle n'avait pas osé parler depuis des semaines. Il ne disait pas « Je veux t'aider ». Il disait simplement « J'ai vu ça. Je peux le faire ». Il n'entrait jamais sans être invité. Il ne s'asseyait jamais sans y être invité. Et pourtant, peu à peu, sa présence devenait une évidence tranquille. Comme un arbre qu'on n'a pas vu grandir, mais qui finit par faire de l'ombre, naturellement. Il parlait peu de lui. Mais dans ses gestes, dans son regard, dans sa manière de se tenir, Grèce comprenait. Cet homme avait vécu des silences cruels, des renoncements forcés. Il avait été brisé par un monde trop dur pour les cœurs sensibles. Et pourtant, malgré tout, il n'avait pas abandonné. Il portait en lui une dignité nue, celle de ceux qui n'ont plus rien à prouver à personne. Et dans la nuit, quand Elia dormait paisiblement contre elle, Grèce pensait souvent à Nathaniel. Elle se demandait ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait pensé de tout cela. Et dans son cœur, une certitude douce s'installait. Il aurait compris. Il aurait été fier. Un soir d'hiver, le vent soufflait fort dehors, faisant danser les ombres des branches d'arbres secs contre les murs de la maison. La neige, rare dans cette région, tombait doucement, recouvrant le désert d'un léger manteau blanc, transformant le paysage familier en un monde étranger, silencieux, presque magique. À l'intérieur, un feu crépitait dans la vieille cheminée, projetant une lumière chaude et vacillante qui réchauffait la pièce de bois usée. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle, plus douce, de la cire fondue et du linge propre. Les deux enfants dormaient côte à côte, épuisés par une journée pleine de découvertes, de rires étouffés, et parfois de pleurs oubliés. Émilie et Elia, deux âmes reliées par une naissance différente mais unies par une présence commune, respirant doucement dans le calme protecteur de la maison. Assis dans un fauteuil usé, près du feu, Apache regardait la flamme danser, puis tourna lentement les yeux vers Grèce. Son visage, éclairé par la lumière douce, portait les traces d'un long chemin parcouru, d'une douleur contenue mais d'un espoir naissant. Avec une voix basse, presque comme une prière, il dit « Tu es devenue la mère d'Elia, Grèce. Pas seulement par le lait que tu lui as donné, mais par ce que tu as ouvert dans ton cœur. C'est plus grand que moi. Je ne pourrai jamais te remercier assez. »
Il n'y avait aucune amertume dans ces mots. Juste une gratitude profonde, une reconnaissance infinie pour ce que ce geste simple avait signifié, un nouveau départ, une main tendue au milieu du désert aride. Grace le regarda en souriant doucement, posant une main légère sur la sienne, comme pour sceller un pacte silencieux. Il avait faim, Apache. Il avait tellement faim. Et moi, j'avais de l'amour en trop, un surplus que je ne savais plus comment utiliser. Elle fit une pause, les yeux brillants d'une lumière sincère. C'était évident. Je ne pouvais pas faire autrement. Dans cette pièce baignée de chaleur et de lumière vacillante, les mots semblaient inutiles. Il n'y avait plus besoin d'explications, ni de promesses. Ils savaient tous les deux, dans ce silence partagé, qu'ils n'étaient plus seuls dans ce monde parfois cruel. Ce soir-là, sous le regard bienveillant des flammes, une nouvelle famille s'était formée. Non par les liens du sang, mais par ceux du cœur. Une famille née de la douleur, de la confiance et de l'espoir, prête à affronter ensemble les tempêtes à venir. Les années passèrent. Les saisons se succédèrent comme les pages d'un livre écrit lentement, avec patience et amour. Dans cette maison en bois, à la lisière du désert, la vie avait repris ses droits. Le feu dans la cheminée ne s'éteignait plus en hiver, les rires d'enfants remplissaient les pièces, et les silences n'étaient plus pesants, mais habités. Le chaos d'autrefois avait laissé place à une forme de paix rare et précieuse. Elia grandit. Il devint un garçon fort, aux épaules droites et au regard calme. Il avait hérité du silence de son père et de la douceur de Grace. Son intelligence étonnait les enseignants de l'école, mais ce qui frappait surtout, c'était son cœur. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il aidait les anciens à porter leurs sacs, réparait les vélos des plus jeunes, et protégeait sa sœur comme un lion discret. Il n'avait aucun souvenir de sa mère biologique, mais il ne se sentait pas orphelin. Il appelait Grace simplement « Mama », comme si cela avait toujours été. Emily, elle, grandit à ses côtés comme une étoile jumelle. Les deux enfants n'avaient ni les mêmes origines ni les mêmes traits, mais leur complicité rendait cette différence invisible. Ils partageaient leurs secrets, leurs chagrins d'enfant, leurs rêves et leurs aventures dans les sentiers rocailleux autour de San Rollo. À l'école, personne ne doutait qu'ils étaient frères et sœurs. Ils se soutenaient, riaient ensemble, se disputaient parfois, mais toujours se retrouvaient. Une tendresse sincère les liait, enracinée dans cette enfance partagée, forgée dans le silence d'un foyer réparé. Grace et Apache, quant à eux, ne se marièrent jamais au sens légal. Il n'y eut ni bague ni cérémonie, ni robe blanche ni discours. Leur union fut plus subtile, plus ancienne. Elle se tissa dans les gestes du quotidien, les regards échangés autour d'un repas, la main posée sur l'épaule après une longue journée, le silence respecté au coin du feu. Ils dormaient dans la même chambre, partageaient les responsabilités, les inquiétudes, les joies, les rituels du soir. Ce n'était pas une histoire d'amour comme on la voit dans les romans, mais une alliance forgée dans le respect, la douleur et la lumière retrouvée. Et dans tout San Rollo, quelque chose avait changé. Au début, la communauté avait résisté, comme toute chose habituée à ses murs. Mais les années avaient fait leur œuvre. Les regards pleins de jugement s'étaient faits plus discrets, puis plus rares, jusqu'à s'éteindre totalement. Les habitants finirent par voir ce que leurs préjugés leur avaient d'abord masqué, une famille, tout simplement. Une famille unie, solide, bâtie non sur les conventions mais sur un acte d'humanité. Le mot « indien », utilisé autrefois dans les murmures pleins de mépris, disparut peu à peu des conversations. Apache devint « Monsieur Henderson » pour les enfants du village. Il réparait les charrettes, taillait les arbres, aidait à l'église lors des enterrements et des tempêtes. On le respectait. Pas parce qu'il avait changé, mais parce que les autres avaient enfin appris à regarder autrement. Et Grace, qu'on appelait autrefois la veuve Henderson, redevint simplement Grace. Une femme forte, pleine de dignité, une mère respectée. On venait lui demander des conseils, lui emprunter des livres, lui confier les enfants en cas d'urgence. La famille Henderson devint une figure du paysage. Une image vivante de ce qu'il est possible de construire quand l'amour, le courage et la patience défient les lignes invisibles que le monde dresse entre les êtres. Leur maison, autrefois isolée, accueillait désormais les rires du voisinage. Des enfants y couraient, des histoires s'y racontaient, et même les anciens venaient s'y asseoir, parfois, pour y boire un thé sous le porche en bois.
Ce n'était pas une famille ordinaire. Mais c'était une famille vraie. Faite de cicatrices, de silences guéris, et de gestes de tendresse partagés. Et tous, même les plus sceptiques, finirent par reconnaître en eux non une anomalie, mais une évidence.